Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler du CES 2023, quelles sont les annonces les plus attendues. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, nouvelle sur le front de l'inondation, parce que certains savent que nous avons une inondation ici. Tout n'est pas encore résolu. En fait, j'entends des bruits. En fait, c'est juste pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en immeuble et en plomberie. C'est la colonne d'eau usagée côté salle de bain qui s'était déversée dans ma baignoire. Enfin, la colonne a l'air bouchée. Ça a l'air encore bouché parce que j'ai encore ma baignoire qui se remplit. Ça avait fait déborder ma baignoire pendant que je n'étais pas là pendant les vacances. Donc voilà, les joyeusetés d'habiter dans un immeuble à Paris. Les inondations. Donc là, j'entends que ce matin, il y a encore des problèmes. Mais bon, ça déborde plus. On va dire que c'est l'essentiel. Maintenant, je suis parti pour une longue quête entre les assurances du syndic, etc. Enfin, ceux qui ont déjà vécu des inondations connaissent ce genre de problème. Il y aura un peu plus d'écho parce qu'on a dû jeter tous les tapis qui avaient pris l'eau, puisque le sol était inondé. Donc, pendant quelques temps, il va y avoir un petit peu plus d'écho. Vous entendrez aussi peut-être des bruits un peu bizarres, c'est que le plancher a complètement éclaté. Voilà. Joyeuseté. Oui, vous pouvez aller écouter aussi le nouveau rendez-vous tech de Patrick qui m'a fait le plaisir de m'interviewer pour le rendez-vous tech. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous avez tout dans le rendez-vous tech. Oui, c'est trop tôt pour les blagues sur l'inondation. Je suis encore... Ballon d'eau chaude à péter chez toi, Scooby. Bon courage, bon courage. C'est chiant, les inondations. Après, t'es content d'habiter dans une maison. Il y a d'autres problèmes dans les maisons. Hein. Il peut y avoir d'autres problèmes. Hein. Écoutez, on va avoir un petit peu de philosophie bouddhiste. Aujourd'hui, tout est impermanent. Les problèmes passent. Les bonheurs aussi passent, mais les problèmes aussi passent. Il suffit d'être patient. Voilà. De toute façon, on ne contrôle pas. La vie parfois déborde. On est parfois obligé. On a les lattes du parquet personnel qui éclatent. Bah, on fait avec. Voilà. Oui, les dégâts des eaux en maison, ça existe aussi, oui. Écoutez, l'essentiel, pour vous surtout, pour nous aussi quand même, c'est que a priori aucun du matériel électronique qui nous permet de faire ce mug n'a été touché. Les prises sur lesquelles les U étaient branchées sont mortes, mais on a dérivé le courant. Enfin, on a mis des rallonges et on les a branchées ailleurs sur des prises qui marchent. Donc c'est le plus important. Oui, trop tôt là pour les blagues autour de l'inondation, trop tôt. Hein, ça vous fait peut-être rire, mais moi pas encore. Hein, quand je vois les taches d'humidité qui remontent sur les murs, cette odeur de moisi. Ah oui, là je pense qu'il va y avoir des gros travaux, ouais. Il est probable que le mug, on le fasse ailleurs un certain temps. On verra. On verra. TVHS dès le 01 janvier, ton problème est moins grave. Vous savez, la gravité des problèmes, on en parle souvent, la gravité des problèmes, elle est par rapport à qui ça arrive. Bien évidemment, mon problème d'inondation, c'est pas important pour vous. Vous pouvez en rire. Mais les problèmes sont toujours à jauger à l'aune de celui qui gère les problèmes. Pas sur un grand tableau universel de la gravité des problèmes. Ça, c'est une erreur de dire ton problème n'est pas bien grave. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on jauge les problèmes.
En tout cas, merci Sebnou69 pour ton Prime 10e mois d'abonnement. Merci Freddy San pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Antovi, c'était hier, mais merci quand même pour ton 19e mois d'abonnement. Bref, abonnez-vous, il va falloir du budget. A priori, là, quand même, les assurances vont intervenir. C'est surtout, il va falloir du budget parce qu'il va falloir déménager des choses. Je suis même pas sûr qu'on garde ce local. On verra. J'ai pas encore pris de décision. On verra. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit quand on est en période difficile. Merci Devoc pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le plus important, c'est la bonne santé, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir détourner l'argent de Bezos. Oui, bah, primer, hein. Si vous avez Amazon Prime, c'est le moment de primer. On aura besoin de toute l'aide. Après, j'ai envie de dire, ce sera pas forcément pour réparer ici, mais sans faire la pleureuse du tout, c'est clair que, bah, comme vous, nous, on vit la crise. Donc, si vous êtes un peu moins en crise, que vous avez un Amazon Prime, pensez à attribuer votre Prime et de nous aider. Ça nous permettra de tenir. Parce qu'au-delà des réparations d'un plancher, il y a effectivement, on va dire, le quotidien, les salaires et les traites à payer. Voilà. Bon, on en reparlera si vous voulez. On va peut-être regarder le sommaire du jour. Hein. On va peut-être pas parler d'inondation toute la matinée non plus. Vend 10% des Philips Hue et rachète l'immeuble. Pas une mauvaise idée. On va commencer en parlant du CES 2023. Attendez, est-ce que mon iPad... Ah, voilà. Un peu de lumière sur l'iPad. On va parler du CES 2023, les annonces les plus attendues au salon des nouvelles technologies. On va parler de Samsung qui... Ça y est, je le signale. Samsung qui montre... Avant le CES, puisque c'est le grand jeu hein, maintenant du CES, on montre avant. Ah là là, l'iPad qui déconne. Bon. Samsung qui présente un écran qui est capable de se plier et de s'étirer. À quoi ça sert? On se le demandera bien. On en a parlé lundi, mais j'en reparlerai parce qu'on a plus de fuites ou en tout cas de spéculations sur le futur casque de réalité mise à nu par une fuite extrêmement détaillée. On parle de fuites, bah voilà, ça c'est des fuites plus intéressantes que les fuites dans mon appartement. Donc chez Apple, nous parlerons également des smartphones, les 4 tendances à observer de près en 2023 et nous parlerons également de l'USB-C, une des grosses tendances 2023. Comme nouveau standard, il n'y a pas que l'Europe qui décide d'imposer l'USB-C. Voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on lance tout de suite le Kawa. Merci beaucoup Tomicho pour ton 3e mois d'abonnement et l'Unita TV qui offre 5 abonnements communautaires et qui fait démarrer le train de la hype. Merci HighTech47. Oh là là, tout le monde s'y met. Pour ton 15e mois d'abonnement, le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. Merci Locan17 qui a offert 5 abonnements communautaires. Merci Belette Folle qui cumule son 4e mois d'abonnement. Un grand merci à vous les contributeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le train de la hype. Ça fait plaisir. Il y a eu des pères et des mères Noël surprises ce matin. Tout à fait. Hein, c'est les étrennes. C'est les étrennes. C'est parti, chouchou, nous sommes dans le train de la hype et nous allons parler du CES 2023. Merci Spigadron pour ton 4e mois d'abonnement. Ça n'arrête pas, ça pleut. C'est une inondation de subs et de prime. Allez, toi, c'est jamais trop tôt pour en rigoler. Je m'en étouffe. CES 2023.
Les annonces les plus attendues du Salon des Nouvelles Technologies. Alors le CES va démarrer le 5 janvier, mais comme d'habitude, ça démarre avant. Beaucoup d'annonces sont faites avant. Là, c'est un article de Numérama qui nous dit, surtout qu'ils vont couvrir le CES 2023. Ils auront des journalistes sur place, etc. Qui sera le grand gagnant du CES 2023? Le métavers, la maison connectée, l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée? Effectivement, les pronostics sont ouverts. Qu'est-ce qui va intéresser, qu'est-ce qui va être intéressant au CES 2023 cette année? C'est le premier, c'est le grand retour du CES en présentiel en tout cas. Il devrait retrouver sa splendeur le 5 janvier 2023. On peut se poser quand même la question, et posons-la nous, est-ce qu'il va vraiment retrouver sa splendeur? Est-ce que un salon comme ça, où l'ensemble des journalistes tech, sauf moi, vont à Las Vegas, vous le sentez le sel là, le petit goût de sel, tous les journalistes, sauf moi, qui vont à Las Vegas, est-ce que ça n'a pas un petit côté désuet? Est-ce que ça n'a pas un petit côté ancien monde? Non, en vrai, pour être clair et transparent, on y serait peut-être allé si on avait un budget spécifique qui nous permettait de financer voyage, hébergement, plus un peu de marge, parce qu'on est une société, pas une assoce, faut pas déconner non plus, on y serait peut-être allé. Donc je vais absolument pas jouer mon chevalier blanc. Non, nous on n'y va pas. Je suis de retour du Japon, donc je vais pas faire une morale à 2 balles sur le CO2 et machin. On n'a pas le slip propre à ce niveau-là. Donc loin de moi l'idée de faire un prêchi-prêcha woke. sur l'inutilité. Mais ça ne m'empêche pas de me poser les questions. Ça fait plusieurs années de toute façon qu'on n'y va pas, nous, au CES. Nous, étant une toute petite structure, on n'a pas un réel intérêt, on va dire, en termes de couverture média, d'être sur place. On fait presque un meilleur boulot en commentant le CES 2023 à distance. Après, oui, à part pour s'y faire voir et le réseau, ça sert. Oui, quand même, le présentiel, là, je fais un peu la défense du présentiel. Le présentiel te permet de mesurer l'atmosphère, l'anxiété des constructeurs tech, de discuter avec des commerciaux. Quelque chose que tu peux pas faire en faisant de la couverture à distance, ça te permet d'avoir des images aussi. C'est une petite aventure d'aller au CES, donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est quand t'es là-dedans, c'est tellement immense que tu vois pas tout. Donc c'est pour ça que je dis nous on a une petite structure. Si moi j'y vais, même si j'y vais avec un caméraman ou Guillaume, en fait on ne verra qu'un petit morceau du CES. Il nous faudrait presque une deuxième équipe sur Paris pour avoir une vision plus large du CES, quoi. J'y suis déjà allé, oui, avec Corben, je crois en 2016 ou en 2017, je sais plus. J'ai une vidéo sur la chaîne quand j'étais allé au CES, quoi. Ça me fait chier cet iPad qui se déconnecte là. Oh là là. Bon, attendez, je passe en caméra principale. Ouais, j'étais allé avec Corben. Merci Anaïs Cerise pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Face à Diablotin02 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Samuel, Samuel Archetest. J'adore Samuel qui multiplie ses comptes pour ton 13e mois d'abonnement. Merci à vous. C'est comme ça que tu as découvert la chaîne, Grolb. Ah, intéressant. Ouais, sur cette vidéo-là. Vous pouvez aller la voir, elle date un petit peu, mais vous me verrez présenter le CES dans une piscine. Oui, ça, tout le monde s'en souvient. Je suis dans une piscine. Et j'étais iPhone. Pas iPhone, j'étais iPhone. Donc j'ai fait mes voix en rentrant. Je m'en souviendrai, ça, de cette aventure. Donc, parlons un petit peu, qu'est-ce qui va être le truc intéressant du CES? Il y a 4 choses en lice. Il y a effectivement la maison connectée. Maison connectée
Pourquoi la maison connectée, ce qu'on appelait autrefois la domotique, paraît importante cette année? Parce qu'il y a le lancement du standard Matter fin 2012 qui va révolutionner le secteur, qui est connu pour sa interopérabilité. Waouh! Enfin, sa complexité. Le problème aujourd'hui du marché de la domotique, c'est que les choses sont assez peu compatibles entre elles. On se retrouve vite avec une app pour contrôler son chauffage, une app pour contrôler son frigo, une app pour contrôler ses lumières. Tout ça n'est pas du tout au même standard. Google fait un Google Home, Apple fait un... Bon, bref, c'est le bordel. Votre maison est une maison close. Là, l'idée, effectivement, avec Matter, c'est d'augmenter l'interopérabilité des objets connectés qui marchent ensemble. Voilà, c'est plus clair. Donc, il devrait y avoir pas mal d'annonces dans ce sens qui risquent de rendre les choses intéressantes. Est-ce que la réalité virtuelle mixte ou augmentée ça va être au cœur des discussions sur CES, dans le CES? On y croit, on n'y croit pas. C'est comme la 3D, ça marchera jamais. On sait, on a couvert la news lundi, que les visières VR se vendent moins bien cette année que l'année dernière. Ça prend pas. Beaucoup n'y croient pas en fait. Il est possible que dans CES, justement, la VR soit un épiphénomène. On n'en parle pas tant que ça. Pourquoi? En fait, il y a un gros acteur du marché qu'on attend tous au tournant, c'est Apple. Même si c'est pas la visière que tout le monde achètera, si Apple croit sérieusement à la VR, c'est terrible à dire, mais je pense que c'est quand même la réalité. Si Apple mise sur la VR, les gens y croiront plus que quand Mark Zuckerberg et le groupe Meta disent l'avenir, c'est le métaverse. Si Apple lance une visière, vous allez voir que l'année d'après, tout le monde va faire une visière en pompant celle d'Apple au mieux. On en parlera tout à l'heure justement parce qu'on aurait des infos, en tout cas des spéculations autour de cette visière Apple. Mais pourquoi toujours Apple? Parce que Apple est un... Vous voyez, on dit souvent Apple n'est pas innovant. C'est pas faux, tu vois, ça sera pas les premiers à lancer une visière, mais s'ils lancent une visière, Apple le fera façon Apple. Apple ne lance des choses que quand ils sentent qu'ils ont vraiment un marché. Alors, ils peuvent se planter, hein, ils se sont déjà plantés. Mais tu vois, quand ils sont arrivés sur les MP3 et les lecteurs musicaux, il y avait déjà plein de lecteurs de MP3. Mais ils sont arrivés avec l'iPod, tout un écosystème de musique, tout un design, toute une culture presque autour de cette musique qui a fait qu'ils ont cartonné là où des lecteurs de MP3 existaient depuis 5-6 ans. L'iPhone, c'est un peu la même aventure. Les smartphones existaient avant l'iPhone. C'est pour ça que Apple est important. C'est que quand Apple décide d'aller sur un marché, c'est que généralement Apple juge que ce marché est porteur, qu'il a un potentiel de développement grand public. Donc c'est pour ça que Apple est intéressant. Après, on peut en être chagriné que Apple soit aussi important sur le marché, mais là je vous parle de faits, je vous parle pas d'opinion en fait. Ça va être mon leitmotiv 2023, différencier les faits des opinions. Que Apple soit aussi important dans le marché de la tech est un fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, renier ce fait, c'est avoir de la peau de sauce sur les yeux. Voilà. Donc voilà, pour en tout cas la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, le chat qui a pété. Ah, la blague est faite. Hein, le fameux chat qui a pété dont tout le monde parle, bonne blague de boomer. ChatGPT, OpenAI, on n'arrête pas d'en entendre parler depuis 3 semaines. Certains, comme moi, comme Oleg s'en moque dans la chatroom, disent que c'est une révolution aussi importante que la révolution industrielle ou la révolution de l'atome ou ce genre de choses. Pas l'atome de Savoie, hein, on parle de l'atome qui fait boum ou qui fait de l'électricité. La science en onomatopée par Jérôme.
l'intelligence artificielle, alors le truc c'est que il y aura probablement, en fait, au CES, il y aura probablement beaucoup d'objets avec une étiquette Powered by AI. Ça va être le nouveau truc à la mode. Tout le monde va dire ouais, j'ai mis de l'AI dans mon autofocus, j'ai mis de l'AI dans mes pattes parce que c'est bon de mettre de l'AI dans ses pattes. Après, le truc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose de préhensible. Le CES est surtout connu pour ses innovations hardware, des trucs visibles qu'on peut filmer, en fait. Donc, on va certainement beaucoup en parler de l'AI, mais on va peut-être pas voir grand-chose, en fait. Alors après, le CES, c'est aussi des innovations improbables. Là, il y a une marque Displace qui prétend avoir inventé un téléviseur sans fil même d'alimentation. Donc ça va être des choses intéressantes à aller voir. Peut-être que ça marche, hein, leur télé sans fil. Bon, il faut une centrale nucléaire pour l'alimenter, mais peut-être que ça marche. Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous faire rêver? Est-ce qu'on a envie de rêver autour de la tech? C'est presque ça la question qu'on devrait se poser sur le CES 2023. Est-ce que la tech, on est dans les années de désenchantement de la tech fait de plus en plus peur. On est sorti des années naïves où la tech allait changer le monde en bien et qu'on allait tous être interconnectés et tout ça. On est tombé dans l'excès inverse. Aujourd'hui, la tech, c'est Satan. Pour certains en tout cas. Donc est-ce que la tech peut encore nous faire rêver? Je pense que déjà il va pas falloir qu'elle oublie l'écologie si elle veut nous faire rêver, parce que c'est quand même aujourd'hui un facteur de plus en plus important pour nous, pour vous. Maintenant, quand vous jugez un objet, l'argument écologique, en ai-je vraiment besoin? Quelle marque écologique je laisse en achetant cet objet? Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y en a certains que ça énerve, ce genre de raisonnement. Nous, on a choisi maintenant depuis 2-3 ans de ne plus ignorer ça, d'où Take Your Time, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus juger un objet tech uniquement pour son utilité, uniquement pour son prix, uniquement pour son innovation. Il va falloir toujours juger les objets tech pour leur efficience énergétique et leur marque carbone. C'est important. C'est important, c'est important. Donc voilà, moi le CES, honnêtement, aucune excitation de mon côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Ce sera collé par-dessus les autocollants existants en NFT. C'est clair que les NFT, les cryptos, il y a des articles, hein, mais on en parle quand même beaucoup moins. Perso, avant de parler d'intelligence artificielle, je pense qu'il faudrait déjà identifier ce que c'est que l'intelligence. Ouh là là! Alors là, tu pars dans des questions philosophiques qui sont aussi vieilles que la philosophie. Cette caméra est très mal cadré et c'est encore pire. Hop. Le truc, c'est que on a dû changer la chaise de place à cause de l'inondation. Voilà, c'est un peu mieux. Le truc qui m'intéresse pas mal, je sais plus quelle marque a présenté ça il y a longtemps. C'est un PC portable entièrement démontable. Oui, ça c'était il y a 1 ou 2 ans. La marque m'échappe, Linus en a parlé. Peut-être le salon de Barcelone, plus intéressant. De toute façon, il va falloir qu'on s'adapte. La tech n'a plus la même place qu'autrefois. Les objets... Alors, le progrès continue à fasciner et d'intéresser. Nous, c'est des grosses questions qu'on se pose sur notre contenu. Est-ce qu'on va continuer à tester des smartphones? Est-ce que c'est ça l'avenir de la vidéothèque? Pour l'instant, c'est encore les vidéos les plus regardées, mais il faut qu'on pense à l'avant. C'est pour ça aussi que depuis 2-3 ans sur la chaîne, on parle aussi des problèmes qu'engendre la technologie, parce que ça nous paraît aussi important que les enchantements technologiques. La tech, de toute façon, aujourd'hui, est absolument partout. Il n'y a plus de politique sans tech, il n'y a plus de société sans tech. On peut pas aborder
les problèmes du monde, sans parler de la technologie qu'il y a derrière. Les réseaux sociaux ont pris une telle place. Donc la tech est partout. Et la tech est nulle part. On vit dans une saucisse tech, tout à fait. Alors, 2023, on vit dans une saucisse tech GPT. GPT des saucisses, j'ai envie de dire, 2023. Je me moque, mais en vrai, je trouve qu'on est justement reparti dans une période d'innovation. Certains ratés, mais c'est le jeu. Je pense quand même que l'AI va changer énormément de choses. L'IA. GPT la saucisse tech. Voilà, très bon résumé 2023. Je pense qu'on va... Nous, en tout cas, c'est ce qu'on croit. L'innovation n'est pas que inventer des nouvelles choses. L'innovation, c'est aussi inventer des nouveaux usages ou renforcer ces usages de la tech qu'on a déjà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le plaisir de découvrir une nouvelle fonctionnalité d'un objet tech que vous avez peut, à mon sens, être aussi important que le plaisir fugace d'un nouvel achat dont le marketing voudrait nous faire croire que ça va chasser tous nos soucis. Je trouve que c'est presque un plaisir plus durable, sans mauvais jeu de mots, le plaisir de découvrir un nouveau truc qu'on peut faire avec quelque chose qu'on a déjà. Et nous, on y croit beaucoup à ça. On est peut-être les seuls, ça fait pas beaucoup de vues, mais on va y aller à fond quand même. Parce que ça nous paraît une bonne alternative à l'excès inverse qui est de « je renie la tech ». La tech, c'est de la merde. Nous, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être très low-tech. Il va y avoir un rejet de la tech, notamment chez certains jeunes qui vont plus vouloir de réseaux sociaux, qui vont plus vouloir de technologie et qui vont aller dans l'extrême low-tech. On pense pas que ça prendra à 100% dans le grand public. On pense plutôt que le public va avoir un usage différent de la tech, quoi. Donc voilà, vous savez, c'est tout con, mais de lancer ChatGPT justement sur votre ordinateur, wow, vous avez l'impression d'avoir changé d'ordinateur en fait. Ça va vous faire une impression beaucoup plus profonde que n'importe quel changement de processeur. C'est ça que je dis. L'innovation sera peut-être plus software que hardware dans les années à venir. Donc, le CES, pour revenir au sujet, sera peut-être plus aussi pertinent. On s'enthousiasmera peut-être moins sur des objets qui font ci ou ça, quoi. À voir. À voir, à voir. Eh bien, qui vivra verra, et nous passons à l'article suivant. Justement, on va faire un focus sur un produit qui a été présenté juste avant le CES. C'est Samsung Display qui le présente. C'est toujours un article de Numérama. Un écran Samsung capable de se plier et de s'étirer. À quoi ça sert ? Ah, ça, c'est la bonne question. Samsung prend les devants en présentant un concept révolutionnaire. Alors, il faut préciser, c'est Samsung, c'est pas Samsung Mobile qui présente cet objet que vous voyez ici. C'est Samsung Display. Donc, la partie de Samsung qui fabrique les écrans, pas qu'il les vend, en fait. Ou en tout cas, qu'il les vend à d'autres fabricants de smartphones. Mais pas qu'il les vend au grand public. Donc c'est quand même intéressant de garder ça en tête. Et il présente un concept révolutionnaire. Dans un communiqué publié le 3 janvier, la branche display de la firme coréenne présente ce qu'on appelle le Flex hybride, un écran OLED, et pas un écran OLED, hein. Les écrans OLED, c'est une technologie, vous n'êtes pas prêts. Là, on parle des écrans OLED, capables de se plier, mais aussi de s'étirer. Les écrans OLED, ça se plie pas et ça s'étire pas. Les écrans OLED, c'est épais comme ça, et ça résiste à une explosion nucléaire. Mais c'est tout. C'est du 2 pixels par 2 pixels. Mais au moins, c'est robuste. Les écrans OLED, c'est pas subtil. OLED, c'est sa fête ce matin.
Putain, et l'iPad qui s'éteint. C'est pas l'iPad qui s'éteint, mais le Elgato arrive pas à garder le signal. Bref, ce qu'on sait sur cette technologie, on sait que c'est que cet écran peut proposer plusieurs formats d'affichage, du 10,5 pouces au 4 tiers en partant du 12,4 pouces en 16 dixièmes. L'entreprise spécialiste du format pliant compte désormais développer l'argument enroulable. À ses yeux, c'est le futur des appareils mobiles. Donc, vous comprenez le principe. À gauche, ça va être comme les flips et les folds. Donc, ça se déplie. Mais à droite, vous avez un espèce de tiroir que vous allez pouvoir tirer et donc encore plus étendre l'écran. Donc, déplier, tirer. On dirait un cours de yoga. Le flex hybride, donc c'est ça le principe. Donc l'idée est relativement claire, ça va vous permettre, si vous voulez regarder une vidéo YouTube, bah peut-être que le format flex ouvert vous suffira. Vous voulez regarder un film, vous allez tirer le volet droit pour étendre l'écran, en faire du 16 dixième, pour avoir un plus grand confort de... C'est un peu effectivement, c'est un peu un hybride entre un papyrus et un livre. Moi, la question que je pose pour avoir testé des fils, des folds, des flips, des pliants, des pliables, tout ça, qu'on le veuille ou non, au-delà de la pliure, moi, je pense quand même que la pliure est toujours un problème. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Beaucoup d'influenceurs vous diront dans leurs vidéos, la pliure, elle se voit pas, on la sent pas. Guillaume et moi, on n'est pas d'accord là-dessus. Lui, les pliures, ça le dérange moins. Moi, ça m'obsède. J'ai vraiment du mal avec les marques de pliure sur un écran. Je suis d'accord que ça n'empêche pas d'utiliser le produit. Mais moi, le fait même de savoir qu'elle est là, c'est un peu comme une inondation. Tu l'as dans la tête et ça te lâche pas. Voilà. Après, j'en vois les avantages, mais ce que je dis dans toutes mes vidéos, c'est que ça demande un geste supplémentaire. Et là, cet objet qu'on est en train de regarder va me demander 2 gestes supplémentaires. Donc, le bénéfice... Donc, vous voyez, le K1, smartphone, écran plié, K2, petite tablette, écran déplié, K3, grande tablette, écran déplié et tiré. Il faut que le bénéfice soit vraiment énorme pour que je consente à faire plusieurs gestes, en fait. Revenons à une analogie que j'aime bien, les outils, puisque tout ça ne sont que des outils. J'ai un couteau suisse. J'ai un couteau suisse avec plein d'outils pliables à l'intérieur. Quand je bricole, je ne bricole pas avec mon couteau suisse. Mon couteau suisse, il est idéal quand je n'ai pas ma trousse à outils. Mais dans ma trousse à outils, mon tournevis ressemble à un tournevis, mon marteau ressemble à un marteau. J'ai des objets, des outils dédiés. Mon marteau n'est pas pliable, mon tournevis n'est pas rétractable. Parce que même si ça marche très bien, des tournevis rétractables, et j'en ai aussi pour ma petite trousse de bricolage, ça marche quand même moins bien qu'un objet complètement déplié, solide, où il n'y a pas de mécanisme qui le fragiliserait en fait. C'est tout le problème de ces objets. Moi, je les vois comme des couteaux suisses numériques, idéal pour certaines personnes qui veulent le moins d'encombrement possible. Mais ce n'est pas la préoccupation de tout le monde d'avoir le moins d'encombrement possible. Regardez, moi, avec ma grande tablette de 12 pouces, là, 12,9 pouces, l'encombrement de ma tablette est un facteur moindre par rapport au confort d'avoir un grand écran. La solidité, pour certaines personnes, est un facteur beaucoup plus important que le côté pliant, mécanique, qui engendre forcément une fragilité supplémentaire. Donc, les gens qui disent que c'est le futur, je suis plus réservé que ça.
Je dirais que c'est le futur pour une catégorie d'objets et une catégorie de consommateurs, mais je pense pas que les smartphones en dur, non pliants, que les tablettes en dur vont disparaître. Je n'y crois pas. Un grand merci, je suis Guillaume pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Anna Detio pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Trafondir pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Saphir Virus pour ton Prime. Merci Elixiop pour ton Prime également. Un grand merci à vous. J'ai un 14 Pro Max, j'aimerais qu'il se transforme en iPad mini à la demande. Ouais, mais on n'a pas tous ce besoin. En vrai, par exemple, mon 12,9 pouces, est-ce que j'aimerais qu'il se plie en deux? Oui, mais si je dois sacrifier la solidité de mon iPad, le rendre plus fragile pour le plier, je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment, en fait. Donc, je crois à des gammes de pliants. Je crois que le pliant a de l'avenir. Ah, voilà, je vais résumer ça dans une phrase lapidaire dont j'ai le secret. Le pliant a de l'avenir, mais l'avenir n'est pas pliant. Waouh! 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 Merci Eluvatar pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Sheklol pour ton 20e mois d'abonnement. Waouh! Waouh la phrase! Je suis plié de rire pour cette vanne. Je suis plié en 4. J'arrive sur cette phrase. Waouh! Il manque les mots GPT et saucisse. Ouais, non, c'est vrai, ça prendra jamais mon proverbe. Le pliant a de l'avenir, mais l'avenir n'est pas plié. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Moi, j'ai trop fait de blagues sur les plis. J'en peux plus. JPP. Je vous laisse faire. Merci Toelat pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Pascal qui offre un abonnement, qui a offert un abonnement à Arcantès. Un grand merci à toi. C'est de pli en pli ici, oui. Rien à voir, mais c'est l'IECES. WeThings annonce la sortie d'un capteur d'urine connecté. Oui, j'ai lu ça ce matin. J'en ai pas fait une news. L'avenir sera glissière. Oh, l'avenir sera glissière. Hein? Non. Ok, on va peut-être s'arrêter là et on va passer à l'article suivant. Non, mais c'est intéressant que Samsung Display propose ça. Why not? J'attends vraiment l'objet qui me fasse dire c'est indispensable que j'ai un geste supplémentaire. Je suis très pragmatique maintenant. Ce qui n'est pas pragmatique, c'est effectivement toutes les rumeurs autour du futur casque de réalité d'Apple. Et là, c'est 01net qui nous en parle. On en parlait tout à l'heure. L'arrivée d'Apple sera prépondérante ou pas pour le marché de la VR. Marché de la VR, pour l'instant, décolle pas. Marché de la R, ça décolle pas. Est-ce que l'arrivée d'Apple changera la donne ? Faut voir. En tout cas, on commence à en savoir un tout petit peu plus, en tout cas en rumeur, sur cette visière. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup d'infos. C'est évident qu'Apple joue très gros avec ce produit. Non seulement il inaugure une nouvelle gamme de produits et un nouveau marché pour la société de Cupertino, mais il donnera aussi le là pour la prochaine révolution en cours de la construction, littéralement sous vos yeux, celle de la réalité augmentée. Les fuites et les rumeurs concernant ce casque, cette visière dont le nom pourrait être Reality Pro, sont nombreuses.
Alors que Mark Gurman de Bloomberg annonçait il y a encore quelques temps que le casque de réalité mixte d'Apple pourrait être annoncé dès le mois de janvier, The Information se penche sur ce produit au fil d'un long article riche en révélations. Ce produit devrait ressembler à un masque de ski composé d'aluminium et de verre, ainsi que de fibres de carbone pour le rendre plus léger. Ce masque de ski serait taillé pour offrir des nouvelles expériences de réalité virtuelle et augmentée, d'où son appellation de casque de réalité mixte. Donc il permettra de faire de l'AR, de la VR et probablement un mix des deux. Le passage de l'un à l'autre de ces approches se fera grâce à une molette physique. Donc là, on dit beaucoup que cette visière aurait une molette sur le côté qui ressemble à la molette qu'on a sur l'Apple Watch. Voilà, une autofocus, bonjour. On aura une molette comme ceci, en gros, comme il y a aussi sur les AirPods Max. Pour passer, voilà, on fera, et on pourra probablement mixer son environnement avec la VR, avec ce crantage. Je donne un exemple. Vous êtes en train de jouer à Skyrim VR, la molette est à fond en VR. Vous êtes en train de jouer à un nouveau jeu de ping-pong sur votre bureau, qui va prendre votre bureau comme surface. Là, vous allez mixer la VR, qui va gérer les raquettes et la balle, et l'AR, qui va gérer en fait la vision de votre table. Et le curseur à fond, vous mettrez en AR, c'est-à-dire juste des infos qui vont s'afficher par rapport à ce que vous voyez devant vous. Quoi, il faut tourner une molette, c'est un geste de trop. Tout à fait. De toute façon, toute la problématique est là. Est-ce que ça va nous intéresser, ça ? Est-ce que, sans parler même du geste de la molette, est-ce qu'on va mettre 3000 boules pour faire ça ? Parce qu'il va probablement être dans les 3000 boules. Moi, je me fais pas d'illusions. On parle de 2500, 3000 euros, hein, la visière. Pour l'instant, c'est que des spéculations. Hein. Laurent, je vous le dis bien, et il a raison. Ce n'est que des spéculations, hein, pour l'instant. Le suivi des mouvements se ferait a priori avec les mains. Donc pas de manette comme on a sur la Quest 2. Les mains et la voix. Siri serait de la partie sans grande surprise. Toutefois, Apple aurait également testé une sorte de baguette et un dé à coudre magique pour contrôler l'interface de l'appareil. Donc on aura peut-être un truc physique. A priori, ça sera pas des manettes. Ça sera, connaissant Apple, ils veulent faire un objet, à mon avis, plus simple, plus pur, plus design. Donc je les vois bien sortir un espèce de cube ou une baguette blanche, un espèce de pencil à 220 € pour contrôler. Parce qu'il faudra non seulement, bien sûr, acheter la visière à 2500 €, mais rajouter 220 € pour une baguette toute blanche. Voilà, probablement. Si ça se trouve, la molette, c'est juste la luminosité, mais on s'enflamme. Oui, tout à fait. Il y aura peut-être même pas de molette. Alors, la batterie, on va y venir. Soyez pas impatients. Mais je suis assez d'accord. Si Apple arrive à donner le niveau de précision qu'on a aujourd'hui avec les manettes de la Quest, avec un repérage de nos mains, ça sera une révolution. Vraiment. Parce que plus important que le visuel dans la 3D, c'est la visualisation de vos mains et la préhension des objets. Mais du coup, on pourra se dire, oui, mais il va pas y avoir de retour haptique si c'est les mains. Ah ah. Ça risque d'être un problème. Effectivement. Donc, à voir. On trouve aussi un moteur qui ajuste automatiquement l'écartement des lentilles en fonction des pupilles de l'utilisateur. Donc ça, c'est un réglage physique dans les Quest 2. Ça serait a priori motorisé pour s'adapter. Donc repérage de votre œil et un petit moteur adapterait. On aurait a priori, alors au niveau de la batterie, il y a beaucoup de spéculations, mais a priori, la batterie ne serait pas sur l'appareil elle-même. La batterie, on la porterait à la ceinture. Elle serait magnétique, donc rechargeable en MagSafe. On pourrait même a priori, d'après certaines rumeurs que j'ai lues,
En mettre plusieurs. Chaque batterie présenterait 2 heures d'autonomie, mais on pourrait les changer assez facilement à la ceinture. Alors, est-ce que ça va être un boîtier qu'on porte à la ceinture? Est-ce qu'il va être relié par un fil à la visière? A priori, oui. Il va pas envoyer le courant à travers notre corps. Donc déjà, là, de me dire, j'ai une visière avec un petit fil qui va à la ceinture... Faut voir, mais faut voir. Faut voir. Ils ont tenté de mettre la batterie derrière. Alors, moi, connaissant Apple, je pense qu'on aura les deux. À mon avis, on pourra quand même mettre une batterie derrière sa visière, attachée à la lanière, avec une autonomie de 2 heures, mais qui ne sera pas forcément facile à changer. Mais il y aura une batterie de ceinture optionnelle, swappable, donc on pourra changer à chaud la batterie, reliée par un fil au casque pour ceux qui ont un usage qui va au-delà de 2 heures en fait. En fait, je pense que le problème, c'est qu'une batterie alourdit tout ce qui est visière et donc rend l'expérience pas confortable au-delà de 2 heures, je pense. Connaissant Apple, il n'y aura probablement aucune version citée. Peut-être. C'est que de la spéculation. Mais si on regarde ce visuel-là, qui est un visuel spéculatif, là, il y a absolument 0 endroit pour mettre la batterie. Là, ce visuel, il n'y a pas de batterie. C'est simple, il n'y a pas de batterie. Le reste est plausible. Pourquoi pas? Ça sera peut-être aussi fin que ça et aussi léger. Mais là, il n'y a aucun système de batterie. Donc ce visuel ne vaut pas un clou. La durée de la batterie, surtout pour les usages pro, ouais. On se greffe une batterie dans le dos et on est dans Cyberpunk. Oui, ça viendra peut-être. Technologiquement, ça tient pas. Je suis tout à fait d'accord. Ce visuel ne tient pas technologiquement. En plus, même en termes de confort, d'avoir juste une lanière qui relie l'arrière de la tête, ça marchera pas. La visière va glisser sur votre nez. Il faut un support haut. Faut voir. Mais bon, après, je suis pas un expert en ergo et en design, mais j'y crois pas du tout, moi, à ce visuel. Donc moi, je pense qu'il y aura une batterie externe filaire attachée à la ceinture, mais qu'il y aura aussi un système de batterie sur la visière. Mais qui sera à l'arrière du bandeau, à l'arrière de votre tête. Et de choisir une batterie qui dure que 2 heures, ça sera surtout une question de poids de batterie. Une batterie qui dure 2 heures ne devra pas être plus lourde qu'une batterie de petit appareil photo qu'on a aujourd'hui. La batterie dans la visière regarde l'épaisseur d'un iPhone. Ouais, mais Choupichon, pardon. Choupichon. À mon avis, les visières vont être autrement plus puissantes qu'un iPhone. Puisqu'on parle, et je retourne à mon article, on parle quand même de 2 processeurs M2, d'un affichage 8K par croisement de 2 affichages 4K. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Suivi de vos mains et de la voix. Suivi, alors il y aurait 12 caméras embarquées pour traquer toutes les expressions du visage. Mais vraiment toutes. Le moindre clignement des yeux, la commissure des lèvres. Il y aurait on serait bardé de caméras qui nous regardent. Certains disent même qu'il y aura un affichage sur la visière externe. Ça risque d'être super bizarre. Genre, imaginez, vous mettez une visière de ski, mais les gens de l'extérieur voient vos yeux affichés sur la visière de ski. Ça risque d'être super bizarre. On va se faire des déguisements.
Mais là où ça deviendrait fou, c'est qu'a priori, avec ses capteurs et ses caméras, Apple gérerait même la position des jambes et de l'ensemble du corps. C'est-à-dire, on le voit bien aujourd'hui dans le métavers, on est des hommes troncs. Les jambes ne sont absolument pas gérées, la position des jambes n'est absolument pas gérée. Au mieux, ils gèrent un peu la position des bras et des mains, et on va dire du torse par extrapolation. Là, a priori, la visière d'Apple serait prévue même pour gérer vos jambes. Et voir vos jambes, en fait. La vraie question de la viabilité, c'est comment Apple peut rentabiliser la vente de données des utilisateurs. Bon, monsieur Papa, Apple ne fait pas de vente de données. À part dans son store... qui est sa seule surface publicitaire aujourd'hui. Donc, ça serait Google, ta question serait légitime, mais c'est Apple, là. Donc, la vente de données, c'est pas trop leur spécialité, quoi. Comment ils vont placer tous les capteurs? Ça serait fou si c'est le cas. Justement, c'est peut-être là où le truc peut être intéressant. Mais après, soyons d'accord quand même sur une chose. Tout ce hardware peut nous émerveiller s'il n'y a pas des usages pratiques, des softwares, des apps qui vont avec et qui nous font dire « Ouais, j'ai envie de dépenser 3 000 €, on le fera pas. » Et c'est là où, en tout cas, les spéculations vont bon train. A priori, cette visière serait surtout, en tout cas, la première orientation d'Apple serait un peu ce que prévoit Meta, le monde professionnel. En vrai, il n'y a que les entreprises et effectivement quelques riches particuliers qui seraient prêts à mettre 2 500 € dans une visière, 2 500 ou 3 000 €. Donc, Apple va être modeste. Sa première visière ne sera pas pour le grand public. Ça sera un produit pro. Il y aura probablement pro dans le nom. Et les usages seront surtout travaillés pour le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, il y a des vrais usages aujourd'hui. Que ce soit en architecture, en travaux, en représentation, en réunion, etc. Moi, j'y crois assez. J'ai fait ma première réunion un peu métaverse. C'est mieux qu'une réunion Zoom, quand même. Il y a des choses pour montrer des objets, il y a des usages intéressants. Et je pense que le marché pro sera le seul capable de dépenser de l'argent. C'est décevant pour nous, consommateurs, on aimerait un truc plus fun. Waouh, mais mets-nous des jeux vidéo et tout. Je pense, alors c'est mon pronostic, je pense pas du tout qu'Apple va se focaliser sur le jeu vidéo. Ça sera peut-être compatible, mais ils laisseront probablement Logitech sortir des manettes de jeu compatibles avec leurs trucs. Mais eux, ils misent pas dessus, quoi. À la limite, le sport, peut-être effectivement avec la détection des jambes et tout. Si, pardon, j'ai soif ce matin. Si ils arrivent à détecter les jambes et que la visière est pas trop lourde, on peut éventuellement s'en servir pour faire du sport. On sait que Apple a pris une certaine avance avec son programme fitness, donc peut-être. Mais je crois pas trop qu'ils vont optimiser ça pour le jeu vidéo. Donc à voir. Ce sera peut-être un casque intégral vu les capteurs et tout. On verra. Après, quand même, Apple tient au design. Et je pense qu'un des soucis actuels, et moi je vois, j'ai la Quest 2, et pourtant elle est très allégée. Moi j'ai porté des visières VR dans les années 90 avec un tuyau, tuyau de hotte, de hotte ménagère, relié à l'arrière. Le truc était lourd. Au bout de 5 minutes, t'étais comme ça. Bah, même la Quest 2, au bout d'une heure, je commence à avoir un inconfort. Elle est bien foutue, hein, la Quest 2, je trouve, au niveau confort. C'est plutôt bien foutu. Bien mieux que les premiers Oculus, etc. Mais je pense que
Apple a dû beaucoup travailler sur le confort de sa visière pour qu'on puisse supporter ça plus de 2 heures, quoi. Ouais, non, mais je pense que pour le sport, oui, ça a intérêt à être vachement plus stable, hein, effectivement. Après, il n'est pas exclu qu'effectivement, il y ait, par exemple, pour un usage pro simple, Apple te fasse un système d'attache ultra minimaliste où il suffit de faire ça. T'es juste attaché derrière avec peut-être une bande qui remonte sur l'arrière de la tête pour tenir en... Voilà. Et peut-être que quand tu veux faire du sport avec, tu auras une lanière de plus que tu pourras mettre sur le haut de la tête, rajouter pour maintenir la stabilité verticale de ta visière. Ouais. Le casque de VR de Sony est plus lourd, mais nettement mieux équilibré, ouais. C'est vrai que le Quest 2, je le trouve déséquilibré vers l'avant, ouais. On va voir, les progrès se feront là, sur la légèreté de la visière et la facilité de la mettre. Moi, je trouve quand même aujourd'hui la Quest 2, et Marion, elle est morte de rire dès que je fais une session, parce que je peux pas lui dire non, j'étais pas en train de faire des trucs, parce qu'en gros, je ressors de mes sessions de VR avec un espèce de marquage rouge hyper visible sur tout mon visage, quoi. On peut voir une vidéo de toi qui jouais, Jess, dans la vidéo Shadow, la dernière que j'ai faite, on me voit jouer avec la Quest 2. C'est top la VR pour le sport, ça peut presque remplacer la salle si on calcule, c'est pas si cher. Ouais, il faut voir, hein. Faut voir. Le problème, et l'Argonaute pose un très beau problème. Le problème de la visière dans le sport, et moi je le sais parce que la Quest 2, si tu la mets après même une petite transpiration, t'as un vrai problème avec la buée. Donc faire du sport avec une visière comme ça, va falloir un putain de bon système d'aération pour pas avoir de la buée quand tu fais du sport. Comment ça va gérer la transpiration? C'est con, mais c'est des vrais problèmes. Hein. Ceux qui ont déjà porté un masque de ski connaissent bien ces problèmes-là. Donc, oui, je dirais à Marion, je faisais du ski. Alors, a priori, pour ceux qui portent des lunettes, je pense que Apple va faire comme fait Meta aujourd'hui. Moi, ma visière, je peux garder mes lunettes avec la visière. Il faut juste que j'ajoute un truc qui la rend un tout petit peu plus profond. C'est une petite pièce en plastique. Alors, le problème, c'est que, par exemple, mes lunettes habituelles sont un peu grandes pour le Quest 2. Ça rentre, mais c'est un peu tendu. Donc, j'ai pris ma paire de lunettes de secours qui, elle, rentre parfaitement dans le casque. Mais il y aura une option chez Apple pour, a priori, des lentilles adaptées à votre vue. Quand je dis des lentilles, c'est pas des lentilles qu'on met dans l'œil, mais juste cette partie-là de la lunette qui seront clipsables magnétiquement à l'intérieur de la visière. Après, moi, je rêverais... au tout début, Oculus, il y avait un système où on pouvait régler sa vue, mais ça obligeait à avoir des moteurs à l'intérieur du truc, ça alourdissait l'ensemble. Donc voilà, pour résumer, il y a plein de spéculations. Moi, retenez la mienne. Je pense que l'orientation marketing de ce produit, ça sera surtout pro. Professionnels, ils vont beaucoup montrer des mecs qui s'entraînent sur des chantiers à faire des choses grâce à cette visière. Je pense que le look, le nom, l'orientation, le prix et les premières apps que vont présenter Apple seront très pro. Il y aura du jeu vidéo, il y aura de l'usage grand public, mais ça sera pas le cœur de cible d'Apple, en tout cas pour cette génération 1. Je pense que Apple prévoit déjà des visières en dessous de 800, 500 euros, mais dans le futur.
Ça me paraît assez clair. Ouais, mais adapter la focale comme sur des jumelles, Freeman demande des pièces mécaniques à l'intérieur. C'est pas forcément simple. Enfin, ça alourdit le tout. Tant qu'on peut jouer à Beat Saber, je suis heureux. Ouais, mais est-ce que tu vas dépenser 3000 € pour jouer à Beat Saber sur visière? Moi, je dis, faites comme moi, hein, montez une chaîne YouTube, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir les prendre pour pouvoir en faire une vidéo. C'est clair. Je vois pas tout, à moins que Apple nous sorte un truc du chapeau avec une sexiness incroyable, où là, on sera, ok, je m'endette, je dépense 3000 €, mais ce produit est vraiment trop incroyable. Je pense qu'un des usages tout con, je termine là-dessus, mais j'y ai réfléchi ce matin. Aujourd'hui, on est prêt, pour certains, ceux qui achètent des Macs, à dépenser 2000-2500 € pour un Mac portable, pour pouvoir travailler en déplacement. Je pense que certains seraient intéressés de remplacer ce Mac par une visière. Déjà parce que c'est vachement plus compact et portable. Si Apple a résolu à craquer le code de comment faire un clavier virtuel, mais ça, on sait déjà faire. Le clavier apparaît dans la lunette. L'écran, virtuellement, il peut avoir un grand écran panoramique pour travailler, ou même 3 écrans, etc. Pensez à ça, un truc qui n'est pas fou, mais qui est vachement intéressant. Remplacer un ordinateur complet par une visière. Dans le train, pour travailler, vous mettez votre visière et vous tapotez sur la table. Ou un vrai clavier, hein, si vous préférez, mais vous avez juste le clavier et la visière à prendre. Tu gagnes de la place. Ça te permet de travailler dans le train avec 3 écrans, des écrans de 27 pouces. Moi, je me verrais bien faire du montage vidéo. Imagine avec les mains, en plus, pouvoir zoomer, etc. Il y a peut-être quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose. Alors, Bobo le maladroit, je suis d'accord avec toi, toute la saisie d'un texte en clavier virtuel, ça marche pas. Mais moi, il m'arrive souvent de taper des petits textes sur l'écran même de mon iPad, donc c'est faisable. Bien sûr, si tu veux faire de la vraie saisie, tu auras un vrai clavier que tu amèneras avec toi. Donc ça, c'est peut-être un usage auquel vous n'avez pas pensé. Mais aujourd'hui, on peut amener une grosse machine de guerre dans une visière s'il y a 2 processeurs M2. Et c'est peut-être dans ce sens-là que Apple a réfléchi. Pas faire un truc de fou qui va vous amener dans Star Citizen, comme je le lis, avec des univers incroyables, mais simplement le Mac le plus portable du monde grâce à une visière. Un Mac puissant avec des écrans immenses, avec lequel vous pouvez travailler de partout. Non, tu pourras régler l'opacité de l'écran qui est devant toi. Il ne sera pas transparent. Ah putain, en plus l'appli Shadow dessus, énorme, oui, effectivement. Donc, à voir, mais vous voyez, plus je vous en parle, plus je me dis que je serais absolument pas surpris que Apple présente ça comme un ordinateur. Ceci n'est pas une visière d'AR, de VR. En fait, ils vont montrer que tu peux remplacer un gros ordinateur, une grosse tour avec des gros écrans, des triples écrans par une simple visière. C'est peut-être l'angle qu'ils vont utiliser pour vendre ce truc. Et en vrai, là, le prix devient cohérent. Je remplace un MacBook Pro à 2500 € par une visière. Ça ira pas à tout le monde, mais il y a des gens chez qui ça va faire tilt. Et je suis sûr que là, dites-le moi dans la chat si certains n'avaient pas vu cet usage-là, et là, là c'est en train de dire, mais moi aussi ça m'intéresserait en fait. Est-ce que certains, ça vous intéresserait, cette spéculation que je suis en train de faire?
Bah, le clavier, c'est relativement simple. On peut déjà le faire sur une Quest 2. Tu peux utiliser un vrai clavier avec la Quest 2. Tu dis à ta Quest quel clavier tu utilises et il va le faire apparaître dans ta visière, le clavier, à l'endroit où il est posé sur la table. Et il va le traquer. Donc tu peux tout à fait l'utiliser, même en regardant les touches de ton clavier, l'utiliser dans la VR en fait. Ça donnerait pas très vite mal à la tête. Aujourd'hui, le synchro de la VR, elle est vraiment bonne. Le problème n'est pas des maux de tête comme on avait au tout début. Hein. Et dans un monde de télétravail, de pouvoir avoir sa station de travail complète avec 5 écrans, waouh, ouais, ça m'intéresse. Mais regardez, moi en tant que patron, aujourd'hui, je suis obligé de louer des locaux qui s'inondent. Ne serait-ce que pour mettre des monteurs, des commerciaux, etc. Le monde de demain, c'est peut-être tout le monde reste chez lui avec sa visière pour venir bosser. On est tous au même endroit virtuel. On a autant d'écrans et la puissance informatique dont on a besoin rien qu'avec nos visières. Mais un Mac ne tient pas dans une visière. Je suis pas d'accord. S'ils arrivent à mettre 2 processeurs M2 dans la visière, t'as de la sacrée puissance sous le coude, hein. Sans parler qu'on peut très bien imaginer une solution à la Shadow, de la puissance déportée. Peut-être qu'Apple va lancer ça en parallèle aussi. Hein. Ah yes, ça réinvente le métaverse. Et ouais, exactement. Mais là, c'est un métaverse auquel je crois. Ça empêcherait le patron de regarder ton écran par-dessus l'épaule. Bah, en même temps, j'enregistrerais ce que tout le monde fait. 8 heures par jour avec une visière, voilà le mal de tête. Oui, mais en vrai, est-ce que tu bosses Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la génération 1, ça sera le prémisse. On pourra passer 8 heures par jour avec un truc aussi léger que des lunettes pour travailler. Une visière aussi légère soit-elle, non. J'ai pas hâte. Jess, j'ai pas hâte du tout du monde que tu nous proposes, Jérôme. Déjà, tu bosses 8 heures par jour avec 3 écrans, ouais. En vrai, est-ce qu'on bosse vraiment 8 heures par jour? Moi, c'est un peu la question que je pose en tant que patron. Imagine tous les chapeaux virtuels rigolos que Guillaume va pouvoir porter au boulot virtuel. Oui, mais je pourrais, moi, mettre un filtre où je ne verrai pas les chapeaux de Guillaume. Donc, ça me paraît un monde idéal. Surtout qu'on n'a pas besoin de mettre un clavier physique et un écran physique, donc niveau taille, évidemment que ça rentre. Ouais, non, mais... réfléchissez-y. Voir la visière uniquement comme un remplacement de l'ordinateur. C'est peut-être là-dessus qu'a bossé Apple. Et il est 9h08. Ça, c'est la réalité qui vient me frapper sur la gueule. Donc, je vais pas vous faire l'article suivant, parce qu'il n'est pas hyper intéressant. Voilà, je fais mes choix. On va juste terminer, effectivement, avec une petite brève. Parce qu'on croyait, nous, que l'Europe, on allait être seul à imposer l'USB-C à Apple. Eh ben non, nous ne sommes plus seuls. C'est un article de Clubic. Et on apprend que c'est l'Inde qui va imposer aussi l'USB-C à tous les produits électroniques à grande échelle. Et l'Inde, c'est un putain de gros marché. Donc là... Si Apple faisait sa mijaurée et traînait un peu des guêtres pour mettre l'USB-C sur les iPhones, maintenant qu'il y a l'Inde derrière qui dit « Hey, Apple, nous aussi, USB-C obligatoire », Apple n'a plus le choix. Le marché indien est beaucoup trop important pour Apple. Et c'est plutôt cool. Au moins, on se sent moins seul, là, l'Europe, sur le coup, qu'on est l'Inde derrière. Ça fait du monde, ouais. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Donc... clairement, l'Inde ayant voté ça, il n'y a pas d'avenir possible en dehors de l'USB-C. Les nostalgiques
de la prise Lightning vont rejoindre les rangs des nostalgiques de la prise jack. Ils ont probablement raison, mais ils vont disparaître quand même. Ils rejoindront les gens qui croyaient au Betamax, qui était mieux que le VHS. Et ils rejoindront... Il y a tout un tas d'innovations tech qui étaient mieux, mais qui n'ont pas été retenues. Ça n'existe pas, les nostalgiques du Lightning. Si, Léo Duff. Le mini-disque de Sony. Le jack me manque tellement. Ah, tu te souviens, l'époque où on pouvait brancher nos casques. Lightning a une belle durée de vie. Oui, en vrai, oui. Le V2000, c'était mieux que le Betamax et le VHS. La prise Péritel. Oh, putain, qu'est-ce que c'était fragile, les prises Péritel. Oui, mais non, en Inde, Apple a des bonnes parts de marché aussi en Inde. Hein. N'ayez pas une vision de l'Inde. Alors, c'est un pays qui a des gros problèmes de pauvreté, mais il n'y a pas que des pauvres en Inde. Hein. Le 32 broches, j'y crois encore. Le 32 broches avait un avantage. C'est comme il y avait des petits crochets dedans, tu pouvais carrément lever ton iPhone. Remarque, tu peux le faire avec le Lightning, mais c'est plus... Mais ça tenait bien, hein. Si tu shootais dans ton fil avec le 32 broches, il y avait vraiment tout qui valdinguait. Tu pouvais faire tirer la fronde avec ton iPhone. C'était trop bien. Et les fameux crochets qui cassaient tout le temps, ouais. Le seul intérêt que je vois à l'USB-C, c'est d'avoir le même câble pour tous les appareils Apple. Sans ça, le Lightning faisait très bien le taf. Oui, mais en fait, tu as mis le doigt sur l'avantage essentiel et presque unique de l'USB-C. Ça aurait pu être d'ailleurs le Lightning. Hein. Peut-être que la Commission européenne aurait pu dire « Lightning pour tout le monde !» L'idée, c'est juste qu'on ait tous la même prise sur tous les objets. C'est juste ça. Hein. Donc, mais attention, je crache pas sur le Lightning. Lightning était hyper innovant à son époque, et ça, Apple a eu raison de dire attention, de passer tous à la même prise, ça va freiner l'innovation. Ils ont pas 100% tort en disant ça. Le Lightning était clairement, et par certains aspects ergonomiquement, est mieux que l'USB-C, un peu moins fragile. Maintenant, le Lightning n'a pas assez évolué, notamment en termes de débit. Et aujourd'hui, c'est un frein à l'iPhone en termes de débit, le Lightning. Non, l'USB-C, justement, n'appartient pas à un organisme, alors que le Lightning appartient à Apple, ouais. Après, l'USB-C a des problèmes, hein, on peut en reparler. Le problème de l'USB-C, c'est juste un standard physique. Mais vous avez 50, 60 normes différentes de ce qui peut passer par l'USB-C. Après, n'exagérons pas non plus les problèmes. Il y a une certaine compatibilité, c'est-à-dire que même si votre câble USB-C que vous branchez ne permet pas des hauts débits d'électricité, ça va charger quand même, juste un peu plus lentement que si vous mettiez un câble. Mais bon, je pense qu'il y a un achat à faire en 2023, putain, je devrais faire une vidéo là-dessus, c'est une étiqueteuse. Une étiqueteuse, et nous on a commencé à le faire, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Ceci est ma trousse à câble court. J'ai que des câbles courts là-dedans, mais j'ai à peu près tout ce qu'il faut en câble. C'est une trousse vraiment de survie. Eh bien, les derniers câbles que j'ai achetés,
qui sont des Thunderbolt 4, donc c'est de l'USB-C à la norme Thunderbolt 4, avec l'étiqueteuse. J'ai fait voilà, des petites étiquettes pour pouvoir m'y retrouver. Et je pense que ça sera hyper important, les futurs câbles USB-C que vous achetez, de bien avoir un système, parce que pour l'instant, il n'y a pas de normalisation des différents standards, de bien étiqueter en fait. Faudrait faire une vidéo là-dessus, ouais. J'ai pas le nom de notre modèle d'étiqueteuse. Le logo, c'est un petit champignon. Mais on vous en parlera. Quel est le risque? T'as pas de risque, tu vas pas faire griller ton matériel parce que t'as mis un câble pas assez puissant ou quoi que ce soit. C'est juste que si tu mets... En fait, il faudra savoir de quoi l'appareil est capable en termes de puissance de charge et de débit. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le data aussi qui peut passer, et mettre un câble adapté pour en profiter au mieux. Mais au pire, si tu mets un vieux câble USB-C pour recharger ton nouveau smartphone USB-C, il va juste charger plus lentement, c'est tout. Étiqueteuse, logo champignon. Mais genre, ah, je vais vous la trouver. Puis après, il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose, il est 9h15. Hein. Comment elle s'appelle cette étiqueteuse? Elle est bien, après elle est pas folle. Hein. Je sais pas si je dois vous la recommander. J'ai pas fait de test d'étiqueteuse. Nous, elle fait le taf. Ah, je vais mettre trop de temps à la retrouver. Il faudrait que je retrouve l'app. Si je mets print, est-ce qu'il y a un truc? Print Master. Ah non, c'est Print Master qui a un petit champignon. Et notre étiqueteuse, c'est la Print Master M110. Si la modération peut nous faire un lien d'affiliation hyper rapide, que je me fasse des tonnes de thunes sur cette Print Master M110. C'est ça, Print Master M110. Je vais essayer de vous la trouver. Attendez. Print Master M110. Ouais, c'est bien celle-là. Elle coûte 80 € sur Amazon. A priori. Yep. Oui, t'as raison Samuel, je vais afficher ton truc. Une seconde. Yep. C'est pas donné, hein, c'est trop cher. Bah, toi de voir. Pour l'utilité qu'on en a, nous, ça nous a permis d'étiqueter tous les câbles de tout ce qui est ici. Je peux savoir quel est le câble relié à la caméra 1, machin, etc. Toutes les Philips Hue, elles ont une étiquette pour les repérer. Donc, clairement, ça vaut les 80 € sans aucun problème. Mais, si c'est pour étiqueter 2 câbles, achète-toi juste un... Enfin, prends un stylo bille et des étiquettes autocollantes. Hein. T'es pas obligé d'avoir une machine qui te le fait. Hein. J'ai jamais dit ça. Attendez, je vais vous la montrer. Je fais trop de choses en même temps. Voilà. C'est celle-ci. Faux mémo. M10 Portable Thermal. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas de cartouche d'encre, parce qu'elle est thermale. Voilà, 80 €, moins 11% en ce moment. Donc, et vous avez plusieurs couleurs. Nous, on a pris la orange. Ouais, elle est thermique, ouais. Thermale, oui. Thermale en anglais. Ce n'est pas à base d'eau, c'est thermique. C'est thermique. Oui, oui, marqueur et scotch, ça marche très bien. Vous pouvez vous la faire à la Casey Neistat qui étiquette tout avec une grosse écriture marqueur. Hein. Aucun problème. Hein.
Si c'est thermique, ça va finir par se barrer. Aujourd'hui, on sait faire du thermique, on n'est plus... Attention, tu confonds le papier thermique et l'impression thermique. Le papier thermique, les petites facturettes de CB, oui, ou les fax, mais ça, c'est le papier qui était thermique. Là, je pense que ça tient un peu plus. Ouais, les rouleaux sont assez faciles à trouver. Hein. Oui, oui, tu dois pouvoir en louer hein, des étiqueteuses. Hein. Nous, on va avoir un usage régulier, donc on a investi dedans, hein, mais ça dépend de vos usages. Hein. Voilà, écoutez, on va peut-être pas faire toute la fin de l'émission sur une étiqueteuse, même si moi je pense que c'est un très bon achat à faire 2023. Commencer à étiqueter sa tech. Étiquetech. Now étiquetech. Putain, je rigole débilement à mes propres blagues, c'est la fatigue. C'est nerveux. Quand je commence à avoir ce rire de lutin drogué, c'est les nerfs généralement. Sans qu'il ouais, n'y a pas de cartouche. Sur ce, ben, je vous propose qu'on fasse 10 minutes. 10 minutes de cornfac et c'est parti. Un grand merci Citron Bien Mûr qui a offert 5 abonnements communautaires. Bastard qui a son 25e mois d'abonnement. Un grand merci à toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Poquitos et son 4e mois d'abonnement. Alliance 24 et son 18e mois d'abonnement. Agra Fabien et son 7e mois d'abonnement. Romuel 75 et son 21e mois d'abonnement. Nox Folio et son 6e mois d'abonnement. Pepsinou et son 11e mois d'abonnement, Mitsu Isaka avec son 23e mois d'abonnement, merci Pascal qui a offert un abonnement communautaire et j'avais remercié les autres avant, un grand merci à vous les contributeurs du jour, grand merci. C'est le moment de poser vos questions tech. Tout à fait. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai un 13 Pro Max, tu me conseilles de changer à partir de quel iPhone? Oula! Alors là, tu peux attendre. Hein. Je te conseillerais pas de changer avant le 16 ou le 10. J'ai envie de dire l'iPhone 17. Je pense que tu peux tenir. Je ne change pas pour le 15. Hein. Ne change pas pour le 15. Sauf si vraiment... t'as un problème de câble et tu veux vraiment l'USB-C et que l'iPhone 15 ait de l'USB-C, ou qu'il y ait une fonctionnalité dans l'iPhone 15 dont tu as vraiment besoin, pas juste envie, besoin. Donc moi je dirais d'attendre au-delà du 15, bien au-delà du 15. Au moins le 16. Karina ne va pas elle-même payer son salaire. Oh, elle a le droit, hein Moi, je dis, en tant que patron, Karina, c'est pas une mauvaise idée. Tu te payes ton salaire. Si ça te va, moi, ça me va. Hein vous avez des idées brillantes. En fait, vous venez de résoudre les problèmes économiques du monde. Si tout le monde se payait son salaire, franchement, il n'y aurait plus de capitalisme. Il n'y aurait plus de problème. Voilà la solution, que tout le monde se paye son salaire. Je m'en fous du USB-C, mais la version Max me plaît beaucoup moins qu'avant, trop encombrant. Ça, pour moi, c'est une vraie raison de changer. Si la planche à saucisson, ça te fait chier, profite de pouvoir vendre encore un bon prix ton Max, ton iPhone 13 Pro Max, et t'achètes le 15. Oui, là, oui, ça se justifie. Bah en vrai, si tout le monde se paye son salaire, il n'y aura plus de patron. Hein. Est-ce qu'être contributeur de Nowtech nous donne le droit d'utiliser votre étiqueteuse? Non. Tu crois qu'on est la foire fouille?
Ou Kiloutou. Avec une bonne étiqueteuse à billets. Comment as-tu trouvé cette expérience chez Patrick de l'interview? Très agréable. Moi, je l'avais interviewé. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne. J'avais fait une interview de Patrick il y a 2, 3, 4 ans. Je ne sais plus. Peut-être 4 ans, ouais. J'ai fait une interview de Patrick sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver. Moi, quand Patrick m'interviewe... De toute façon, de manière générale, moi, tu me fais parler et j'ai pas le montage à faire derrière. Ça me plaît, hein, comme expérience, hein. Caribou, je te souhaite une merveilleuse année 2023 et je te comprends totalement. Change de patron. Non, 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 il faut pas. Je plaisantais. Je plaisantais, Karina. Question Peak Design. T'es déjà parti en vacances avec le sling 10 litres comme sac à dos principal? Oui. Alors, je fais de plus en plus ça. J'ai même le sling, le 3 litres, là, le tout petit. En fait, je vais vous montrer un truc. Ma config idéale de vacances. J'ai effectivement mon 20 litres, mais dedans, sur la poche du haut, j'ai le petit, c'est le 5 litres, ça, je crois. Le plus petit. J'ai le plus petit des slings. Et il y a plein de moments, et notamment en vacances, j'ai juste ça. Si j'embarque pas mon gros appareil photo, et encore, je peux l'embarquer, puisque quand je suis en vacances, j'attache ici un truc pour pouvoir porter mon boîtier dédié. Mais de plus en plus, j'utilise ça. En fait, mon 20 litres me sert de camp de base. Si vous faites de l'alpinisme, vous savez ce que c'est. On fait un camp de base, mais on part pas avec tout le barda pour aller jusqu'au sommet. Donc, mon 20 litres est de plus en plus le sac où j'ai toutes mes affaires pour aller d'un point A à un point B. Mais pour mes déplacements journaliers, j'utilise un sling. Voilà. Un bon boîtier docking comme Elgato à conseiller. Bah Elgato, j'ai pas testé les autres, donc je veux pas te faire une réponse à la con. Dans Star Trek, ils ont supprimé l'argent. Ouais, mais ça on en parlait avec Guillaume et Karina. Tu peux supprimer l'argent quand tu as inventé des réplicateurs. Et si tu connais bien le lore de Star Trek, attention, c'est un peu plus compliqué que ça. L'argent et la valeur n'ont pas été supprimés partout. Ils ont inventé un mode économique alternatif, mais il y a des choses, notamment l'énergie, qui a encore de la valeur parce qu'elle est liée à une ressource première, qui donne d'ailleurs l'arc narratif de pas mal d'épisodes. Quand on manque de la matière, j'ai plus le nom, la matière qui alimente le moteur. En fait, le problème pour supprimer l'argent, c'est qu'il faudrait effectivement des réplicateurs où il n'y a même pas besoin de matière première ni d'énergie. Le dilithium, les cristaux de dilithium, merci les trekkies du chat. Il faudrait même pas de matière ou d'énergie pour créer une tarte aux pommes en fait. Là, ouais, on pourrait éventuellement dire tout est gratuit. Il n'y a plus de valeur aux choses, puisqu'on peut les générer à partir de molécules d'air, sans électricité, et que ça coûte rien. Donc c'est compliqué quand même, hein, de supprimer la valeur de toute chose. Oui, les Ferengi, par exemple, dans l'univers Star Trek, eux, au contraire, ils ont basé... En fait, les Ferengi, c'est hyper intéressant. Jusqu'où pourrait arriver le capitalisme? Si le capitalisme devient une religion, parce que c'est quasiment ça, les Ferengi, c'est hyper intéressant. Les épisodes de Deep Space Nine sur les Ferengi, ils sont géniaux. Que donnerait une civilisation où le capitalisme est quasiment devenu une religion, un mode de vie absolu, avec des règles comme des tables de la loi, en fait. La tarte aux pommes métaverse. Ouais, est-ce qu'elle va nourrir?
Les règles de l'acquisition, tout à fait. Ah, les Ferengi, c'est génial, les Ferengi. Gloire à Friotte. Ah, vous me donnez envie de regarder Star Trek. On y est déjà avec beaucoup de nuances. Hein. Je peux tout à fait entendre, et je partage même certains points de vue des discours anticapitalistes, de dire qu'on est dans le... On n'a pas encore touché le fond. Je pense qu'on peut faire largement pire en capitalisme encore que la situation actuelle. Mais je suis d'accord qu'il y a des écarts entre les riches et les pauvres qui s'augmentent de plus en plus et qu'on est déjà dans un très mauvais capitalisme par plein d'aspects. Mais je peux vous garantir, je pense qu'on peut aller vachement pire encore. Je ne suis pas sponsorisé par cette marque d'eau. Le hasard fait que c'est ce qu'il y avait dans le frigo à boire. Non, mais je sais, si en outre que c'est pas une question d'anticapitalisme. C'est juste que moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le capitalisme, c'est la fin de l'économie. Je pense que d'autres solutions sont possibles, qu'on les a pas encore trouvées. Je dis pas de revenir à des systèmes qu'on a déjà expérimentés qui ont foiré. Je ne crois pas au communisme. Je pense qu'il n'est pas possible dans ses applications. Il y a des idées très intéressantes dans le communisme, mais qui n'est pas applicable comme économie parce qu'il est liberticide et détruit l'individu. Par exemple, c'est mon opinion. Hein. Le capitalisme est liberticide et détruit l'individu. Donc, le capitalisme n'est pas la fin des temps. Il faut continuer à améliorer les choses et trouver, et pas se dire, il n'y a que le capitalisme qui peut exister. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il doit être remplacé forcément par du socialisme. Il y a certainement d'autres noms à trouver et d'autres solutions à trouver. Mais ça ne va pas être simple. Pour aller beaucoup plus loin, je n'ai pas de doute sur la société le fera. Oui, et la technologie va y contribuer. La technologie ne rend pas les choses forcément gratuites et machin, mais change. Regardez la valeur travail. Désolé, putain, il est 9h31, mais je terminerai avec ça. J'ai ces discussions sur Twitter avec certaines personnes. ChatGPT, l'intelligence artificielle, va supprimer des boulots. Mais au-delà de ça, il faut prendre du recul. En fait, l'intelligence artificielle va probablement changer une donnée fondamentale de notre économie moderne, qui est la valeur travail. Que vaut le travail? En termes monétaires, en termes de productivité, que vaut le travail? L'intelligence artificielle va bien évidemment permettre à des patrons d'avoir une personne qui fait le boulot de 10 personnes. Et je suis pas naïf. Les boulots vont être détruits beaucoup plus vite que de nouveaux boulots vont arriver. Donc on va avoir un vrai problème économique, à mon avis très grave, dans les 10 ans à venir, mais qui est incontournable et ça sera peut-être une crise salutaire. Qu'est-ce que le travail dans nos vies? Quelle est la valeur du travail? On est aujourd'hui dans une société capitaliste où la valeur n'est mesurée qu'en termes monétaires. Le profit, la valorisation d'une société n'est mesurée qu'en termes monétaires. On a aujourd'hui un problème d'écologie. On pourrait très bien s'ajouter un curseur qui serait l'efficience. On mesurerait le succès, par exemple, boursier d'une entreprise, non pas uniquement sur son chiffre d'affaires et sa rentabilité et ses bénéfices, mais également sur son efficience. Ça serait un marqueur économique. Et du coup, ça aurait une valeur, l'efficience. Et cette valeur pourrait se retrouver et être répercutée dans la valeur travail. Mon mode de travail, ce que je fais... est beaucoup plus efficient qu'un travail qui peut-être monétairement rapporte plus d'argent, mais qui pollue beaucoup plus. Donc vous voyez, il y a des choses à inventer. Là, je suis en train de construire une nouvelle économie. Donc, je pense que la technologie va probablement nous amener à des nouveaux systèmes économiques. J'ai presque aucun doute là-dessus.
Presque aucun doute là-dessus. Ah, mais c'est clair, attention, après, je suis pas en train de vous dire, waouh, le monde, ça y est, on va... Avant Star Trek, si vous connaissez Star Trek, et on reste sur Star Trek une seconde, avant que l'univers de Star Trek arrive, il y a eu une guerre mondiale qui a failli exterminer toute la planète. Désolé de vous le dire, mais nous, on sera la génération qui va se mettre sur la gueule à cause de l'intelligence artificielle. Hein. Je pense pas que notre avenir proche, ça va pas être glorieux. Hein. Le livre choc de Jérôme, bientôt en librairie. Écrit avec ChatGPT. Le chat a pété, l'économie aussi. Voilà. Ce sera le titre de mon livre. Sur ce, je vous laisse, il est 9h35. On va bien évidemment raider quelqu'un. Ça sera Guillaume qui vous fait le mug demain. Moi, je suis de retour vendredi. Très important, à 16h aujourd'hui... Et vous avez vu fuiter des teasers de chez Panasonic, donc il y a moins de mystère. Mais à 16h, il y aura une vidéo sur la chaîne. J'ai essayé de rendre intéressante au-delà de ceux qui s'intéressent au monde de la photo et de la vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus. À 16h, rendez-vous sur la chaîne. On va faire un petit raid chez... Bah tiens, ici Japon Corp. Allez, un petit tour au Japon, justement, 16h aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Allez, je lance le raid et je lance la fin de l'émission. Ciao tout le monde.